Bonjour tout le monde, bienvenue dans les rubriques de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme convenu, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, je suis ici pour vous parler de mon event préféré du côté de chez Marvel. L'event qui à mes yeux est absolument génial et qui selon mes propres goûts coche à peu près toutes les cases qui font que cet event est pour moi tout simplement parfait. Il n'est pas dénué de défauts, loin de là, mais pour moi il coche on va dire les grandes lignes de ce qui fait en fait un grand event et c'est un plaisir que de pouvoir vous retrouver aujourd'hui et essayer de vous expliquer un petit peu ce qui fait que pour moi c'est un grand event. Alors en toute honnêteté, je pense que c'est bien d'avoir vu ma vidéo précédente avant de regarder celle-là, parce que je vais nécessairement m'appuyer, en fait, sans forcément trop appuyer dessus, mais je vais quand même me reposer beaucoup sur ce que j'ai pu dire, en fait, sur la précédente vidéo, pour essayer de vous expliquer les cases que ça coche, qui font que pour moi c'est vraiment un event absolument magnifique. Donc je vous conseille quand même d'aller voir ma vidéo précédente, avant de venir regarder celle-là. En tout cas, c'est un véritable plaisir que de vous parler de Civil War, parce que c'est vraiment un moment de ma vie de lecteur que j'ai adoré, que j'ai trouvé absolument génial, que je relis régulièrement, vraiment, pour tout un tas de raisons, et qui continue encore aujourd'hui à vraiment me fasciner complètement. Quoi qu'il arrive et quoi que je dise pendant cette vidéo, ce n'est jamais que mon avis, comme d'habitude quand je fais des vidéos. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez à un moment donné quelque chose qui vous déplaît ou que vous voulez tout simplement argumenter, exposer votre avis, l'espace commentaire est fait pour vous, c'est un lieu d'échange et de débat contradictoires, mais un enrichissement mutuel autour de tout simplement ce qu'on pense de ces super-héros, et notamment aujourd'hui de Civil War. Civil War, qu'est-ce que c'est ? C'est un event. C'est 7 épisodes, pas plus. Mais vous allez voir, elle va être longue cette vidéo. Je vous le dis tout de suite. Je pense qu'on va être au-delà des 30 minutes. Je le pense sincèrement. Peut-être même un peu plus. J'en sais rien, mais je pense qu'elle va être longue. C'est 7 épisodes, Civil War. Mais au final, on va se rendre compte que c'est quand même beaucoup plus que 7 épisodes. C'est sorti entre 2006 et 2007, si je ne vous dis pas de bêtises. Au scénario, Mark Millar, un scénariste extrêmement connu, qui travaillait à l'époque du côté de chez Marvel, et pour moi un scénariste absolument génial, qui comme Brian Michael Bendis a marqué son époque à ce moment-là. Voilà. Je serais nettement moins dithyrambique avec Mark Millar sur ces dernières années. Pour moi ça ne vaut plus grand chose, hormis quelques pitchs sympathiques mais un peu creux pour des séries sur Netflix. Il n'y a pas grand chose chez Mark Millar qui me fait rêver, mais à l'époque je trouvais que c'était vraiment un des scénaristes qui proposait des choses assez éblouissantes et qui permettait de faire passer un cap à Marvel, ou au moins de l'ancrer dans son époque. Et ça aussi c'est quelque chose, on va y revenir. Mark Millar, j'aime beaucoup à cette époque-là. Et au dessin, un monstre. Un monstre qui, à mon sens, se fait trop rare, mais qui a aussi marqué cette époque-là, Steve McNiven. J'aime particulièrement son trait, un trait, je trouve, empreint vraiment d'un certain réalisme. Voilà. Pour moi, quand je vois les traits de McNiven, je pourrais tout à fait voir ça au cinéma. Ça me plairait forcément. Vraiment un duo absolument fascinant. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, je suis obligé de vous faire le pitch de cette histoire, bien évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, avant de vous faire le pitch, vraiment le point de départ de ce premier épisode, il faut bien avoir conscience qu'on est au sein d'un univers, l'univers Marvel, qui était en pleine expansion, en plein mouvement, et on avait déjà un petit peu en toile de fond de temps en temps cette idée d'opposition de temps en temps avec les héros officiels, les Avengers, tout ça, avec le gouvernement des États-Unis. Et il y avait toujours un petit peu en toile de fond l'indépendance des héros vis-à-vis des gouvernements. Et c'est un petit peu aussi sur ça que ça repose Civil War, et on va le comprendre tout de suite. Le pitch il est simple, on va suivre en fait une équipe, les New Warriors, qui était une équipe de super-héros qui a été créée au début des années 90, si je vous dis pas de bêtises, et qui à ce moment-là, dans l'univers Marvel, est en perte de vitesse, tout simplement. En perte de vitesse, vraiment dans l'histoire. Et eux, ils ont envie un petit peu de redorer leur blason, de gagner en popularité, et ils invitent des journalistes à les suivre dans leur quotidien, comme on peut voir des reportages sur TF1, on suit la police, etc. etc. Là, on va suivre en fait des super-héros. Et c'est vraiment dans l'idée de gagner en audimat, en popularité, tout ça.
Là aussi, hein, il y a des choses à creuser en termes de thématiques qui sont extrêmement intéressantes. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour la gloire, pour gagner en exposition, etc., etc. Mais c'est pas le but de la vidéo. Mais je trouvais que c'était intéressant quand même de le souligner. Et puis, les New Warriors, ils vont avoir une information comme quoi un groupe de super vilains est retranché en fait dans une petite baraque, une planque au cœur d'une ville à côté d'une école, d'un très grand groupe scolaire. Et puis ils vont décider, avec les journalistes derrière eux, d'intervenir pour arrêter ces super vilains. Le problème, c'est que dans cette équipe de super vilains, il y a Nitro. Nitro, là aussi en termes de symbolique, c'est quelque chose d'important parce que c'est un super vilain, Nitro, qui est responsable de la mort de Captain Marvel. Donc c'est pas n'importe qui et il a des pouvoirs assez flippants puisqu'il peut tout simplement générer en fait d'énormes explosions. Les New Warriors vont intervenir, ça va partir en cacahuète, ils vont pas réussir, Nitro va se faire exploser à côté de cette école et ça va tuer des centaines et des centaines d'Américains et des centaines d'enfants surtout. Et à partir de ce moment-là, il y a vraiment une fracture qui va s'opérer dans la communauté super-héroïque. Et puis surtout, ça va permettre au gouvernement américain de pouvoir mettre en place, de pouvoir instaurer l'idée qu'ils veulent mettre une loi de recensement des super-héros. Derrière cette loi de recensement, l'idée, c'est de dire aux super-héros, fini la récréation. C'est plus possible d'avoir des mecs, des adolescents, des groupes en fait qui se forment comme ça sur notre territoire, qui ne dépendent de personne, qui ne rendent de compte à personne, qui peuvent arriver n'importe où, à n'importe quel moment, de n'importe quelle manière pour intervenir face à des super vilains, quitte à causer des drames comme les New Warriors ont pu le faire. Et on va vous obliger à poser les masques, à vous recenser, à décliner votre identité, et vous ne serez plus indépendant, vous aurez un badge et vous ferez partie du gouvernement américain. Vous allez être des agents du gouvernement, ni plus ni moins. L'idée, c'est ça. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui va se passer qui va emporter avec lui tout l'univers Marvel, c'est que la communauté super-héroïque va vraiment se scinder en deux parties. D'un côté, vous allez avoir Iron Man, qui va vraiment être du côté du gouvernement des États-Unis, qui va être un pro-loi recensement, c'est le directeur du Shield, etc., etc. à ce moment-là. Et lui, il fait partie des gens qui sont marqués en fait par cet attentat-là. Et ils veulent, à un moment donné, ils sont d'accord avec le gouvernement, il faut cadrer les choses, il faut que ce soit carré, il faut qu'on rende des comptes aux élus du peuple, et à un moment donné, ben voilà, il est pour le recensement des super-héros. Et de l'autre côté, ben, ceux qui ne veulent pas poser les masques, ils veulent être libres, et ils sont emmenés par Captain America. Et là aussi, en termes de symbole, c'est vraiment quelque chose, parce que Captain America, c'est bien au-delà du symbole des États-Unis, c'est avant toute chose le symbole de la liberté avec un grand L. Et de quelle manière en fait Captain America y présente les choses, c'est en disant si nous on reste totalement indépendants et libres de toute influence des différents gouvernements, on peut intervenir n'importe où, n'importe quand, et surtout face à n'importe qui. C'est-à-dire que même si le gouvernement américain à un moment donné faisait de la merde, on serait en capacité de se lever et de s'y opposer. C'est vraiment, ils veulent, c'est pas qu'ils veulent, il veut pas ne pas rendre de compte à qui que ce soit, mais vraiment, il veut avoir les mains totalement libres pour pouvoir intervenir contre qui il veut, du moment où c'est contre des valeurs le plus humanistes possible et le plus large. Et là, la communauté va vraiment se scinder en deux. Ce qu'il faut comprendre aussi, et c'est ce que j'expliquais dans ma dernière vidéo, c'est que cet event, il s'appuie avant toute chose sur un contexte, c'est-à-dire dans quel état est l'univers Marvel au moment où arrive cet event-là. Alors je ne peux pas tout vous recenser, mais pour moi il y a des choses, des marqueurs qui sont extrêmement importants. D'une part, les Avengers n'existent plus, et depuis quelque temps, il y a les New Avengers, une nouvelle équipe, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important en fait à la base de cet univers, de cet event. Thor n'est plus là. Thor n'existe tout simplement plus à ce moment-là. On a pu lire le Ragnarok a eu lieu, j'ai pu en parler à un moment donné dans une vidéo d'ailleurs, et Thor et tous les dieux d'Asgard ne sont tout simplement plus là. Hulk n'est plus sur la planète, il a été envoyé par ses copains sur la planète Sakaar. En gros, je vous la fais, voilà, il est dans son coin de l'univers, et on est en train de suivre aussi en parallèle Planet Hulk. Imagine un peu la richesse de cette époque-là, et en même temps,
l'événement M, House of M, vient d'avoir lieu, et donc il n'y a quasiment plus de mutants sur Terre. Ils sont réduits à une petite poignée. Et ça, c'est vraiment un cadre, un contexte qui est vraiment, vraiment fort, et qui permet tout simplement, c'est même pas qui permet, c'est que Mark Millar et l'ensemble de l'univers Marvel et des gens qui travaillent dans cet univers vont vraiment partir de ce postulat de départ, de ce contexte de l'univers Marvel, et ça va vraiment avoir une importance. Le fait que Thor soit pas là, que les mutants soient réduits à leur plus simple expression, etc., ça a vraiment de l'importance. Comme je vous disais, Civil War, au final, c'est 7 épisodes. Et je sais que là, on n'est pas tous d'accord. Il y en a qui vont dire pour lire Civil War, tu peux lire simplement les 7 épisodes, ce qui est vrai. Tu peux lire simplement les 7 épisodes, te contenter de ça. Tu as un début, un milieu, une fin. Mais à mon sens, pour ceux qui n'auraient pas encore découvert Civil War, si vous vous contentez des 7 épisodes, vous passez à côté de ce qui fait le côté magnifique en fait de cet event. C'est qu'il y a cet événement, l'attentat, la loi de recensement qui est en passe d'être promulguée, et il y a vraiment cet événement qui fait que tout l'univers bascule. Parce qu'à partir du moment où il va y avoir cette loi de recensement, la vie de tous les super-héros et donc de toutes les séries Marvel sont impactées par ce changement qui est en train d'avoir lieu. Et aucun héros n'a le choix. Soit tu es pour, soit tu es contre. Si tu es pour, tu deviens un agent du gouvernement. Si tu es contre, tu rentres dans la clandestinité et tu deviens, en quelque sorte, un résistant. Et tu te rends compte à un moment donné, et c'est pour ça que j'adorais les kiosques à cette époque-là, parce que tu avais vraiment l'impression d'avoir tout cet univers Marvel qui était en train de basculer dans un nouveau statu quo. Et vraiment, c'était quelque chose, mais d'extrêmement intense. N'importe quel héros, n'importe quelle équipe va devoir se positionner vis-à-vis de cette loi de recensement. Et ça, c'est absolument merveilleux. Alors, évidemment, il y a énormément de protagonistes dans cette histoire, mais je ne peux pas tous parler de tous, mais juste vous en cibler quelques-uns qui, pour moi, ont vraiment été extrêmement importants, qui font vraiment voilà, le sel du truc. Tony Stark en est un. Tout simplement parce que, comme je vous le disais, c'est vraiment le chef de file de cette loi de recensement, et c'est assez fou au fil des épisodes de le voir s'enfoncer de plus en plus dans ses idéaux, mais de voir au fur et à mesure en fait voler en éclats des principes de super-héros qu'il portait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que lui, il est convaincu en fait d'avoir raison. Il en est convaincu. Et pour réussir à faire gagner son camp, il est capable de tout. Et il va aller beaucoup trop loin. Selon moi, il va aller vraiment beaucoup trop loin, et il va franchir des paliers qui sont vraiment absolument ignobles. Notamment, à un moment donné, son camp, on va se rendre compte qu'ils sont de moins en moins nombreux. Et il va avoir aucun scrupule à engager des super vilains, leur promettre des remises de peine, etc., s'ils travaillent pour lui, pour le gouvernement américain, contre les héros. Ça, en termes, tu vois, de principes qui volent en éclats, c'est quand même énorme. Il va construire avec Reed Richards, on va en reparler de Reed Richards, une prison pour enfermer ceux qui étaient contre la loi de recensement. Des héros qui n'ont pas voulu se faire recenser, ils réussissent à les attraper, ils les jettent en prison. Mais c'est pas n'importe quelle prison. Ils les jettent dans une prison qui est dans la zone négative. C'est un mépris des libertés qui est quand même absolument colossal. Et ça aussi, on en reparlera. Donc vraiment, Tony Stark, qui jusqu'à maintenant était un héros, te donne l'impression en fait que son combat peut être légitime, en tout cas il a des arguments peut-être à faire valoir, mais que de la manière en fait dont il essaye de remporter le morceau, ça fait de lui vraiment le salaud de l'histoire, ça fait vraiment de lui un vilain. Et ça, c'est quelque chose qui est très marquant, qui n'a pas forcément plu à tout le monde, et je le comprends tout à fait, mais moi, de voir d'une manière aussi douce, j'ai envie de dire, de le voir s'installer si lentement, progressivement, dans une position en fait de super vilain, j'ai trouvé ça absolument génial, parce que ça me donnait le sentiment d'avoir un héros qui perdait complètement pied avec la réalité, qui perdait complètement pied avec ses valeurs, avec ce qu'il défendait, complètement grisé par le poste qu'il occupe, par son influence, par son importance, et il va beaucoup trop loin. Captain America, son opposant évidemment, j'aurais pas forcément grand chose à dire dessus, mais pour moi c'est un des plus grands récits qu'on puisse avoir sur Captain America.
je trouve, parce que j'aime beaucoup en fait Captain America quand il n'est pas positionné, si vous voulez, en leader des États-Unis d'Amérique, en symbole plutôt, je dirais, des États-Unis d'Amérique, mais quand il se place au-dessus de ça en termes de valeurs. C'est des valeurs de liberté, d'humanisme, d'indépendance, de justesse, de droiture, et c'est finalement des valeurs qui ne sont pas forcément celles du gouvernement américain. Le gouvernement et le peuple américain peut s'y reconnaître, mais c'est selon moi en fait le représentant de valeurs qui sont beaucoup plus globales et universelles. Et on est vraiment, vraiment complètement dans ce rôle-là, et je le trouve, mais tout simplement magnifique, Captain America. Spider-Man. C'est tout un symbole, Spider-Man, dans cette période éditoriale et dans cet event. Parce que, et c'est pour ça en fait qu'on ne peut pas juste prendre cet event. Je suis obligé de revenir un petit peu en arrière. Spider-Man, à ce moment-là, ça n'a jamais été un Avengers. Et quelques temps auparavant, il a intégré la nouvelle équipe des Avengers. Il fait partie des New Avengers. Et il choisit en fait de rentrer dans cette équipe-là en se disant peut-être que je vais avoir un salaire, peut-être que je mets en sécurité Mary Jane, peut-être que je mets en sécurité Tante May, qui était toujours pas morte à l'époque, qui n'est pas moins maintenant, toujours aussi bien la vieille, il n'y a aucun problème. Et il y a vraiment en fait cette idée-là. Et il y a quelque chose que je trouve hyper intéressant qui s'installe au fur et à mesure, bien avant l'event, c'est cette relation un petit peu toxique, comme on pourrait dire maintenant, un peu nocive entre Tony Stark et Spider-Man. Il voit à un moment donné en Tony Stark une figure tutélaire, il a envie de lui faire plaisir et il va se démasquer, il va dévoiler son identité et il va être du côté de Tony Stark. Et il sent à un moment donné qu'il est un petit peu dans l'erreur, mais il est pas sûr de lui, il est en plein trouble, il sait pas, vraiment il est pas bien à ce moment-là, Peter Parker, et juste dans un combat de mémoire, quelques phrases, un échange avec Captain America, et ça va vraiment le faire changer d'avis. Et plus qu'un dialogue bien huilé de la part de Captain America, il va réussir à faire changer d'avis Peter Parker par l'exemple, par l'exemplarité, et aussi en revenant d'une certaine manière à sa propre maxime. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et sa responsabilité à ce moment-là, eh ben, même si c'est foutre sa vie en l'air, parce que c'est vraiment ça que ça veut dire, c'est foutre toute sa vie en l'air, eh ben, il va devoir rejoindre le camp de Captain America et faire un volte-face. Et ce volte-face-là, il est mais incroyable. Et en termes de caractérisation de personnage, j'ai adoré. Ce Peter Parker, qui normalement n'a rien à faire chez les Avengers, se perd un petit peu, décide pour tout un tas de bonnes, mauvaises raisons de rejoindre les New Avengers, et à un moment donné, tant pis, parce qu'il y a des idéaux, des valeurs qui sont bien au-delà de son intérêt personnel, et il va faire voler en éclats tout ça, et il va s'opposer à Tony Stark, et ça c'est absolument merveilleux. J'ai adoré ça. Les 4 Fantastiques, forcément, qui sont aussi, comme vous le savez, une équipe que j'affectionne tout particulièrement, plus qu'une équipe, une famille, et j'ai adoré cette idée-là, qu'on peut retrouver tous en fait dans nos vies quotidiennes, que lorsqu'il y a un sujet de société qui arrive sur la table et qu'on en parle en famille, on n'est pas forcément tous d'accord en famille. Et c'est ce qui va se passer et tout le monde va réagir différemment. Et j'ai adoré de quelle manière chacun des FF va réagir face à cette problématique et en prenant ou non en considération le fait qu'ils ne sont pas tous du même avis et qu'ils sont pourtant une famille. Magnifique. Reed Richards, oh là 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 là. J'ai adoré en fait le fait que ce soit ni plus ni moins le bras droit de Tony Stark, ni plus ni moins, que ce soit lui en fait qui soit à la base de la création de cette prison. Et, et je trouve que ça révèle en fait une particularité de Reed Richards qui est vraiment hyper importante et qu'on a déjà vu par le passé, mais là ça prend une toute autre dimension. C'est-à-dire que le mec, il est capable de faire de grandes choses, mais il est souvent en fait dans des positions
pas tellement humaines, toutes ses actions sont assez déshumanisées. Et lui, il est dans une logique limite comptable, implacable. Enfin voilà, il n'y a pas beaucoup de place en fait pour l'émotion et pour ce genre de choses dans la vie de Reed Richards. Et quand cette problématique du recensement des super-héros va arriver, et lui va tout de suite pencher du côté de Tony Stark, parce que pour lui c'est le mieux, parce que c'est carré, parce que c'est l'ordre, parce que c'est ci, parce que c'est ça. Et quand il se retrouve face à des gens qui veulent pas rentrer en fait dans le rang, il va mettre en place des choses avec Tony Stark qui sont pour lui carrées. Mais quand tu prends 2 pas de recul, c'est absolument pas humain et c'est à milieu en fait des valeurs portées normalement par la FF. Mais lui, tout doucement, pareil, il va s'enfoncer dans son délire et faire de la merde, mais vraiment d'une manière absolument géniale. Et tu vas les voir un petit peu tous, qui vont éclater, ils vont pas tous être d'accord. Là, le rôle de Sue est absolument incroyable. Sue qui va quitter son foyer pour rentrer dans la résistance. Magnifique. Ben Grimm, qu'est-ce que je fais Sue, Reed, c'est mes amis, c'est ma famille, il y en a un qui est de ce côté, il y en a un qui est de l'autre, qu'est-ce que je dois faire moi? Il est à 2 doigts en fait de quitter le pays en fait, mais il se rend compte que il ne peut pas fuir ses propres responsabilités et il ne peut pas partir. Déjà, il peut pas, et ensuite, il ne peut pas fuir ses propres responsabilités, il doit forcément essayer de faire quelque chose, il doit choisir un camp. Et ça, c'est quelque chose qui, pareil, que j'ai toujours entendu, et je suis assez d'accord avec ça, de temps en temps dans la vie, tu es face à une barrière, et les barrières, elles n'ont parfois que 2 côtés. Dans la plupart des conversations, des positionnements des uns et des autres, il faut savoir faire preuve de nuance, mais de temps en temps, face à certaines problématiques, tu peux pas faire preuve de nuance, tu dois choisir un camp. C'est comme ça. Ça arrive beaucoup trop souvent pour n'importe quoi ces dernières années, notamment sur les réseaux sociaux, mais face à des problèmes en fait de cette envergure-là, il n'y a pas de juste milieu en fait, il n'y a pas d'entre-deux, tu dois choisir, et il va choisir. Dans une moindre mesure, j'ai beaucoup aimé en fait les épisodes avec Wolverine, de la série Wolverine, notamment quand il va traquer Nitro, parce que pendant ce temps-là, l'assassin, le meurtrier, le terroriste court toujours Nitro, et c'est Wolverine qui va le traquer. Humberto Ramos de mémoire au dessin, et là aussi c'est des choses absolument merveilleuses. Donc voilà, vraiment des personnages hyper intéressants. Ce que j'aime aussi particulièrement en fait avec cet event, c'est qu'il prend naissance dans le réel. On est en 2005-2006, dans ces eaux-là. Le 11 septembre est passé depuis déjà quelques années et on est obligé de se rendre compte, c'est criant de vérité, que dans cet event, l'Amérique est encore complètement choquée et encore complètement blessée, enfin les auteurs, j'entends, par les événements du 11 septembre. Et en même temps, euh, on est face aux États-Unis qui ont encore un peu la gueule de bois, qui ont un président, George W. Bush, qui est vraiment, j'allais dire, plus que revanchard, mais qui va mettre en place beaucoup de choses dans sa politique intérieure et extérieure, où il va y avoir quand même... je ne vais pas faire un truc de politique ici, mais en termes de liberté, ça va quand même beaucoup se restreindre, etc., etc. Une politique assez expansionniste, etc., etc. Et donc nécessairement, on est obligé en fait de constater aussi que cet event, l'écriture en fait de l'univers Marvel à ce moment-là, est vraiment marqué en fait par tout ce qui s'est passé ces dernières années et tout ce qui se passait à ce moment-là en fait aux États-Unis. Et il y a vraiment des choses qui sont intéressantes à relever. Pour moi, c'est un event qui pose des questions en fait au lecteur et qui pose des questions au lecteur par rapport à ce qu'on vivait à l'époque. Et ça, c'est quelque chose que je trouve merveilleux. C'est-à-dire que sans forcément un très grand manichéisme, je trouve, un petit peu quand même, mais sans forcément non plus un très grand manichéisme, ça va nous poser des questions en tant que lecteur. Quel est votre camp? D'abord, c'était aussi ce quel est votre camp? Il faut choisir votre camp, c'était un peu la formule en fait de Marvel, la formule promotionnelle. Il fallait choisir un camp. Soit tu étais du côté d'Iron Man, soit tu étais du côté de Captain America. Il y avait vraiment cette idée-là. Et avec des questions en fait qui sont sous-jacentes. Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter, à sacrifier de nos libertés pour notre sécurité? Il y a tout ça en fait qui est vraiment là-dedans. Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier de nos idéaux, de nos valeurs pour faire gagner notre camp? Jusqu'où on est prêt à aller pour faire gagner une idée, un principe
qu'on estime juste, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier de nous-mêmes au final. Et il y a un petit peu tout ça. Et puis, il faut bien reconnaître un truc, mais ça j'y reviendrai peut-être un petit peu après, c'est que, évidemment, il va y avoir des morts dans cet event, mais il va y en avoir un qui va être complètement emblématique, c'est Captain America. Captain America va mourir dans cet event, et je peux pas m'empêcher en fait de penser, et aussi parce que je crois l'avoir entendu à cette époque-là, mais j'ai essayé de faire des recherches et j'ai pas forcément trouvé de choses en fait qui réussissaient à expliquer formellement ce que je vais vous dire, mais j'ai vraiment l'impression, et je crois l'avoir entendu, que les auteurs ont décidé de faire mourir Captain America à ce moment-là pour montrer en fait aux États-Unis, aux Américains, aux vrais lecteurs, que d'une certaine manière, dans cette Amérique de George Bush, les valeurs des États-Unis, via ce que représente Captain America, étaient mortes. Et que tant qu'il y aurait George Bush à la Maison Blanche, et tant qu'on porterait cette politique-là, intérieure-extérieure, eh ben Captain America allait rester mort. J'avais souvenir de ça. Et au-delà de ce souvenir-là, c'est difficile en fait de ne pas constater ça et de ne pas se le dire soi-même. Le fait de faire mourir ce symbole de la manière dont il est décrit en fait dans cet event, de la manière dont je vous l'ai décrit, c'est vraiment un gros symbole en fait qu'on fait mourir. C'est pas rien en fait. Et je trouve que c'est vraiment génial d'avoir réussi à construire un event aussi gigantesque qui implique vraiment, qu'il le veuille ou non, toutes les séries de l'univers Marvel à plus ou moins grande échelle, et en ayant cette volonté de s'appuyer sur des problématiques réelles. Moi, j'ai trouvé ça absolument merveilleux. Un autre truc, il faut bien reconnaître, qui est absolument génial, c'est que ce run-là s'appuie, cet event, ce moment, cette période qui s'ouvre dans l'univers Marvel s'appuie sur des runs et des équipes créatives. C'est juste la folie en fait. Si on prend 2 pas de recul et qu'on regarde qui bossait sur quoi à ce moment-là au sein de chez Marvel, c'est ouf. Captain America, c'était Brubaker. S'il y a bien un run qui ressort en fait de Captain America ces 20 dernières années, ces 30 dernières années, vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'est quand même bien le run de Brubaker. Sur Spider-Man, Straczynski. S'il y a bien un run à un moment donné qui a complètement renversé les fans de Spider-Man et qui a vraiment marqué sur la durée en fait le personnage et les lecteurs, c'est bien le run de Straczynski. Si je dis pas de bêtises, les FF c'est aussi Straczynski, les New Avengers c'est Brian Michael Bendis, etc. etc. C'est-à-dire que cet event il arrive et il est aussi porté dans différentes séries par des équipes créatives de qualité. Tout n'est pas forcément bon, tout n'est pas forcément au même niveau. Il y a des choses qui sont moins bien, des choses qui sont top, mais globalement, en fait, il y a vraiment, j'ai vraiment ce sentiment d'avoir une énorme écurie Marvel qui pousse et qui s'implique à 100% dans cet event. Vraiment, c'est un véritable event au sens où tout le monde est impliqué là-dedans et il se passe quand même tout un tas de trucs. Il y a des tie-in que je trouve pas forcément bons, vous n'avez pas forcément besoin de tout lire, mais je sais que ça me semble hyper important de lire évidemment Spider-Man, Captain America, New Avengers, etc. etc. et d'alterner en fait avec les épisodes de Civil War gérés par Mark Millar et Mark Niven, pour que vous ayez vous aussi cette impression de constater ça par ce truc de vos yeux, que c'est vraiment l'univers Marvel qui bascule dans un truc où waouh. Et vraiment, moi je lisais ça et j'avais vraiment l'impression que je me demandais si l'univers Marvel réussira à se relever de ça. Vraiment. Et un autre truc qui est génial, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, c'est qu'il faut qu'il y ait des conséquences en fait à cet event. Et même si toutes les conséquences ne durent jamais vraiment pendant des années et des années, pendant très longtemps il y a eu des conséquences palpables en fait de cet event. La mort de certains héros, dont celle de Captain America, Avenger l'initiative, parce qu'une fois que Tony Stark a remporté cette bataille-là, et ben derrière il faut mettre en place ces différentes équipes, ces différents agents du gouvernement. Il y en a qui vont
rester dans la clandestinité, et donc c'est vraiment l'univers Marvel qui bascule en fait dans une autre étape, et en sachant que tout de suite après, il y a Secret Invasion aussi qui arrive. On est vraiment dans une période d'une densité, mais qui est absolument incroyable. Et dans les conséquences, je suis obligé en fait de parler de Thor. Thor n'est pas là. Mais comme vous le savez, Hank Pym, Reed Richards, Tony Stark vont croire bon de se créer en fait un clone de Thor pour qu'ils puissent en fait avoir un Thor en fait de leur côté. Sauf qu'un jour, Thor il revient. Bien longtemps après tous ces événements. Et quand Thor revient et qu'il apprend les manigances de Tony Stark, ce qu'il a fait, la mort de Captain America, le fait qu'ils aient osé cloner un dieu, je peux vous assurer que dans les pages de Thor, la première rencontre, encore une fois Straczynski au scénario, la première rencontre entre Tony Stark et Thor, elle est explosive. J'en dis pas plus, parce que ça fera l'objet d'un épisode de la rubrique culte, vous pouvez en être sûr et certain, parce que c'est un moment absolument culte. Voilà, j'ai essayé d'être le plus condensé possible, mais c'est forcément difficile quand on a envie de faire passer à la fois quelques messages et puis aussi l'idée que cet event est pour moi absolument génial. Voilà, pour moi cet event c'est l'event parfait parce que vraiment d'une manière très naturelle ça a complètement emmené l'univers Marvel, ça a emmené le lecteur, ça a même obligé le lecteur à se positionner. Et dans un choix qui n'était pas forcément si évident que ça au départ, pas forcément. Parce que qu'on le veuille ou non, même si je suis définitivement Team Captain America, je peux comprendre aussi que le point de départ de la réflexion de Tony Stark, je peux le comprendre aussi, ça s'entend. Et le fait que ce soit pas si simple aussi, ça permet vraiment au lecteur une implication en fait qui est vraiment totale. C'était un gros kiff de vous parler de Civil War. Mais vous pouvez pas savoir. Il y a des gros morceaux comme ça de l'univers Marvel dont je vous ai toujours pas parlé. Alors, je sais pas si c'est pertinent que je vienne vous en parler, mais en fait j'ai mis des années en fait à en parler parce que soit c'était pas le bon moment, soit c'est parce que j'ai pas envie de rater ce que je vais dire sur ces grands événements, et je me rends compte qu'il y a tout un tas de trucs dont j'ai envie de vous parler encore, et l'aventure sur les rubriques de G est loin d'être finie, mais c'est un vrai plaisir, c'est un vrai privilège de pouvoir être devant une caméra et vous dire à quel point cet event a compté pour moi et à quel point il est génial. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo, bien évidemment, ce que vous pensez de Civil War, de Mark Millar, etc., des différents runs qui sont intervenus dans cette période éditoriale. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour tout simplement populariser, partager tout simplement mon travail. Ça me fait extrêmement plaisir et c'est extrêmement utile dans le développement de la chaîne, vraiment. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt dans la rubrique de G. Salut.